Écoutez, je suis Guillaume Macot, directeur adjoint de l'OBIA. Ça me fait plaisir de vous accueillir toutes et tous. Donc, bienvenue pour cette première activité en mode hybride ici à l'Université de Sherbrooke. On est content de vous trouver en chair et en os, puis d'accueillir aussi en virtuel plusieurs autres personnes qui se sont joints à l'activité. Je voudrais dire un petit mot pour excuser l'absence de Lise Langlois, directrice générale de l'OBIA, qui vous envoie tous ses encouragements pour la présentation de ces travaux très intéressants, mais en raison du mouvement de grève à l'Université Laval qui se poursuit, elle ne pouvait pas être présente aujourd'hui. Donc, en notre nom, au nom de l'équipe de l'OBIA, je voudrais remercier différents partenaires qui ont participé à l'organisation de cette activité, et au premier rang desquels Anne-Sophie, titulaire de la chaire Justice sociale et IA de l'École normale supérieure Fondation Léona Obvia, et qui est également professeur de droit, enfin qui est surtout professeur de droit à l'Université de Sherbrooke. Également remercier Marie-Christine Terrien de l'ENAP, Yann Kestens de l'Université de Montréal, puis Justin Lawaré de l'Université de l'ENAP également, ainsi que toute l'équipe du collaboratoire Unicité qui ont travaillé sur l'enquête Ville.Science, dont on va vous présenter les résultats dans quelques minutes, les premiers résultats. Je voudrais également remercier les personnes qui ont initié ces échanges-là, enfin, qui ont participé à initier ces échanges. Donc Jacques Priol, qui va peut-être nous rejoindre en ligne à un moment donné, une petite coupure d'électricité, mais on espère que quand son tour de parole sera venu, ça sera revenu. Donc Jacques Priol, qui est le directeur de l'Observatoire Data Publica et qui a initié cette enquête et ces travaux du côté français depuis plusieurs mois, sinon plusieurs années. Le scientifique en chef du Québec, Rémi Quirion, et son Thibault, qui ont donné l'impulsion ici et le soutien financier pour la réalisation de cette enquête. J'en profite au passage pour excuser l'absence de M. Rémi Quirion, qui a eu un empêchement de dernière minute, et saluer la présence de Julie Diambiller, du bureau du scientifique en chef qui est avec nous aujourd'hui. Enfin, François William, qui est également là à nos côtés, ancien maire de Rosemont et qui est un acteur de terrain qui a été d'une grande aide pour rejoindre et mobiliser les acteurs municipaux du Québec autour de cette enquête. Je tiens aussi à remercier le TIES, Jessica Leblanc et toutes les autres personnes, Emilien, toutes les autres organisations qui ont répondu présentes aujourd'hui. J'espère que j'en ai pas oublié, Culture pour tous, la Cogency, Flow, Cop Carbone et Norbert. Cette activité va se dérouler en deux temps. Il y a une première partie qui va porter autour de l'enquête Ville.Science, donc qui dressera un état des lieux quant à la manière dont les municipalités québécoises appréhendent, s'emparent des données qu'elles collectent, des utilisations qui en sont faites et des modalités mises en œuvre pour leur traitement, avec quelques éléments de perception de l'opinion publique sur ces questions et des comparaisons avec les résultats des enquêtes similaires qui ont été menées en France. Ensuite, on aura une petite pause et on poursuivra avec une seconde partie qui, elle, portera plus sur les modes de gouvernance des données à caractère social. Et notamment, on va partager les résultats de deux projets pilotes de fiducie de données qui sont en cours en ce moment au Québec, dans les secteurs de la culture et de la mobilité. Je pense que ça fait le tour, donc je m'arrête là. Encore merci à toutes et tous. Bon après-midi, puis Sophie, je te laisse continuer. Merci Guillaume pour ces chaleureux mots d'accueil. C'est à mon tour de vous saluer et de vous souhaiter, de vous partager le plaisir que l'on a de vous recevoir aujourd'hui à l'Université de Sherbrooke pour cette longue après-midi d'échange et de réflexion, données et société, état des lieux, projets innovants et perspectives. Dans le prolongement du propos de Guillaume, je tiens également à adresser mes sincères remerciements à tous les partenaires et intervenants de cet après-midi, sans qui cette activité n'aurait pas pu aboutir. Au cours de cet après-midi, nous aurons la chance d'entendre une série de brillantes, diverses, mais complémentaires interventions qui souligneront tant l'ampleur que le rôle et le potentiel des données pour adresser des enjeux qui sont au cœur de notre quotidien en société. D'ailleurs, la vive participation en présentiel et peut-être en ligne aussi, qui avait été présumée, couvre justement, montre l'intérêt de ces enjeux et d'en discuter tous ensemble. Et je vous remercie ainsi d'y prendre part. Je voudrais également mentionner le précieux soutien de l'équipe de l'OBIA, donc Guillaume Macot qui est ici, Nicolas Martin qui nous assure un soutien technique et Jean-Benoît Maté aussi qui nous assure un fin soutien. Je tiens aussi à souligner le précieux soutien de Lise Langlois qui, comme cela a été mentionné, directrice générale de l'OBIA, qui ne peut être là aujourd'hui à cause du mouvement de grève des professeurs de l'Université de Laval. Un mouvement sur lequel je me permets d'attirer votre attention compte tenu de son importance quant au maintien et à l'avenir de nos universités au Québec.
Avant de céder la parole au premier panel, permettez-moi de vous partager un court enregistrement du vice-recteur à la recherche de l'Université de Sherbrooke, Jean-Pierre Perrault, qui tenait également à vous adresser un mot de bienvenue. Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de me joindre parmi vous aujourd'hui par la magie du virtuel. Que voulez-vous, quand on m'a parlé d'aller vous parler, ça m'a été un plaisir d'accepter l'invitation de la professeure Hulin, mais l'agenda m'a rapidement rattrapé puis m'a ramené à la réalité. Donc, je veux vous souhaiter bienvenue sur le campus de Longueuil de l'Université de Sherbrooke. Aujourd'hui, vous adressez des éléments qui sont importants, un IA responsable, c'est ça qui peut faire une différence dans notre société. Vous allez adresser différentes thématiques. Nous sommes complètement commis à l'Université de Sherbrooke pour l'utilisation de l'intelligence artificielle qui, assurément, va nous permettre de transformer notre société pour le mieux-être des citoyennes et des citoyens. Je vous donne un exemple, loin de ce que vous allez discuter aujourd'hui, mais qui montre quand même notre intérêt et notre engagement, en fait, pour l'intelligence artificielle et l'utilisation des données. Les données, c'est un vrai gisement qui va nous permettre vraiment de faire de grandes découvertes qu'il faut savoir exploiter correctement pour notre société. Et un bon exemple, c'est la santé numérique. À l'Université de Sherbrooke, nous avons une longue tradition de l'analyse secondaire des données dans le système de la santé. Ça nous a permis de faire plein de découvertes. Plusieurs jeunes pousses ont été mis sur pied grâce à ça. Et surtout, dans tous les fois, ça nous permet de faire avancer le réseau de la santé et la santé et le mieux-être des citoyennes et des citoyens. Aujourd'hui, vous allez adresser différentes thématiques. Je vous encourage à avoir des discussions qui vont être intéressantes, interdisciplinaires, interuniversitaires. C'est pour le mieux-être de l'ensemble de notre société qu'il faut tenir ces discussions-là. Et je vous souhaite une bonne après-midi de travail. Merci à tous. Merci. Merci le vice-recteur. Alors maintenant, je vais céder la parole à Jean Benoît pour justement présenter ce premier panel qui traitera les données numériques municipales au Québec et en France, état des lieux et propositions. Bonjour à tous, je suis Jean-Benoît Raté, je suis conseiller en communication à l'OPIA. La première partie de cette activité va consister à présenter les résultats de l'enquête Ville-Science menée dans les municipalités du Québec entre décembre 2022 et janvier 2023. C'est une enquête nationale qui vise à documenter et comprendre comment les municipalités utilisent, maîtrisent et gèrent les données numériques. Ces résultats sont par la suite comparés aux résultats obtenus en France en 2022 dans l'enquête des collectivités territoriales et la data qui a été menée par Data Publica. Dans un troisième temps, nous discuterons de tout cela à la lumière d'une enquête Ipsos sur l'attitude des Québécois envers le numérique. L'activité se terminera par une table ronde où nous pourrons répondre à vos questions et qui rassemblera nos conférenciers de cet après-midi que je vous présente à l'instant. Madame Marie-Christine Terrien, professeure à l'École nationale d'administration publique, co-responsable de la fonction délibération de l'OBIA et co-directrice du collaboratoire Unicité, parmi quelques-uns de vos titres. Madame Terrien. Yann Kesten, professeur à l'École de santé publique de l'Université de Montréal et co-directeur du collaboratoire Unicité. Jacques Priol, qui sera en virtuel avec nous si l'électricité en France le veut bien, président de l'Observatoire Data Publica, également président et fondateur du cabinet Cibiteo, et M. François Wigan-Croteau, directeur principal stratégie et innovation Ville résiliente Inoditech et membre du comité Sciences et politiques au Fonds de recherche du Québec. Donc, sans plus attendre, les premiers résultats de l'enquête Ville-Science seront présentés par M. Yann Kesten. Merci à tout le monde en présence et en ligne d'assister à cette présentation. Donc, ici, on va parler d'accompagner les municipalités dans la transformation numérique avec l'étude de Ville.Science, comme ça a été annoncé. Donc, on est une équipe de chercheurs en partie affiliée justement à l'UNIA qui avons travaillé là-dessus. Bon, cette étude, en fait, elle a été menée dans un contexte effectivement de transformation numérique avec un potentiel important pour les municipalités de mobiliser ces nouvelles capacités, mais il y a un potentiel non encore réalisé et donc un besoin aussi de mieux comprendre comment les municipalités se positionnent par rapport à ces enjeux. Comme il a été mentionné, en fait, c'est un petit peu sous l'impulsion d'une enquête qui a été menée par Data Publica en France l'an dernier. Et donc, on a récupéré leur questionnaire, on l'a bien sûr adapté aux réalités du Québec et on a lancé cette enquête ici principalement pour répondre à une absence de mesures sur la transformation numérique dans les municipalités et aussi pour essayer d'avoir peut-être un meilleur portrait de l'ensemble des municipalités du Québec. Souvent, on a des informations
sur ce qui se passe dans les plus grandes municipalités, mais on sait moins sur ce qui se passe ailleurs ou dans les plus petites municipalités. Peut-être aussi juste un rappel, donc tout ce travail aussi s'inscrit dans le contexte de la stratégie de transformation numérique du gouvernement 2019-2023, ça fait déjà 4 ans qu'elle a été annoncée. Et donc pour rappeler que cette stratégie, elle s'appuie sur 6 vecteurs d'accélération de la transformation numérique. On parle de gouvernance numérique, donc rassembler l'expertise nécessaire pour mener à bien cette transformation, en soutenant les organisations publiques dans la mise en œuvre de leur plan de transformation. On parle de culture et compétences numériques dans la promotion et le soutien de l'adoption de la culture numérique au sein de l'ensemble des organisations publiques. Bien sûr, les municipalités en font partie. On parle d'innovation numérique, utiliser des solutions innovantes pour améliorer, bien sûr, les services publics, avec des approches d'exploration, d'idéation, d'expérimentation et de prototypage. Donc, il y a un petit côté aussi prise de risque ici. Il y a l'aspect de l'écosystème, donc de consolider l'écosystème communautaire, privé, public, pour engager dans cette transformation. Tous les aspects liés à l'architecture, la gestion, la sécurité de l'information, on y reviendra. Là, ces aspects-là sont ressortis pas mal dans notre enquête. Et en fait, bon, aussi, bien sûr, le vecteur de la performance numérique, mettre en place ou renforcer les mécanismes de suivi de la performance des organisations par rapport au numérique. Bon, donc l'enquête d'Île et Sciences elle-même a été lancée en décembre dernier avec le soutien du scientifique en chef, de l'OBIA et à travers le collaborateur d'Unicité. Nous avons monté un site web, en fait, l'acronyme, enfin, l'URL, c'est lille.science. Vous pourrez aller voir. Il y a aussi un dashboard avec les données disponibles qui vont être intégrés aussi. Actuellement, c'est un autre petit URL que je vais vous donner à la fin. Vous pourrez aller explorer les données directement. Donc voilà, le questionnaire a été monté, mis en ligne avec donc une promotion auprès des milieux municipaux pour inciter tout employé, on va dire, des municipalités à remplir ce questionnaire sur le numérique. Et on a eu bien sûr aussi le soutien de plusieurs partenaires, l'UMQ, la FQM, ou l'Association des directeurs généraux des municipalités du Québec et Datapublic. Voilà, alors ça c'est le site web avec donc les questionnaires que vous dites. Bon, allons quand même aux résultats, c'est ça qu'on veut regarder. Je vais fermer ça ici. Alors, bon, comme vous voyez, donc on a eu un total de 243 répondants sur cette enquête. Et ce qu'on peut observer, c'est une assez bonne distribution spatiale sur l'ensemble de la province. Donc là, on a le taux sur la gauche, le graphique indique le nombre de réponses, le taux de participation par région administrative. On voit qu'on couvre assez bien les régions administratives. Sur la carte aussi, on voit bien qu'on couvre assez bien la province. Bon, si on regarde en termes de taille de municipalité, qui a participé? Là, je dirais que c'est peut-être un peu une surprise pour nous. Je dirais à la fois une bonne et une mauvaise surprise, peut-être on peut dire les deux. C'est-à-dire qu'on a eu beaucoup de participation des petites municipalités. On a 138 répondants dans les municipalités de moins de 3500 habitants et une participation, on va dire, moins forte peut-être dans les plus grandes municipalités. Mais ça, c'est un premier résultat intéressant. Bon, on a aussi demandé aux répondants leur expérience, leurs années d'expérience. Donc, on voit la distribution un petit peu là, avec aussi la plupart des répondants entre 0 et 10 ans d'expérience. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a la proportion de répondants, la proportion de femmes était assez importante. Ici, on est à quasiment 60% de nos réponses qui ont été fournies par femmes. Donc ça, c'est un petit portrait général de l'enjeu. Alors, une des premières questions qu'on a posées, c'était de savoir quel était le niveau d'expertise par rapport au numérique. Donc, on voit ici la distribution sur une échelle de 1, j'y connais rien, à 10, on a démarqué, expert numérique. Donc, on voit ici, on a quand même des participantes qui se considèrent assez versées dans la donnée, puisqu'on a une moyenne proche de 7 avec un écart de 1,8. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit une certaine gradation de ce score de niveau d'expertise auto-rapporté, avec un niveau d'expertise plus important dans les villes de plus grande taille. Alors, à la question, votre municipalité utilise-t-elle des données numériques? Alors, si on regarde, on compare donc les pointes de tarte ici en vert qui nous disent oui et en rouge qui nous disent non. On voit ici un net gradient, là encore, par taille de municipalité,
avec, bien sûr, dans les grandes villes, quasiment tout le monde qui répond oui. Et quand même, on a aussi un certain nombre de répondants qui ne savent pas trop quoi répondre à cette question. Qui ne savent pas. Bon, si on décline un petit peu par domaine d'utilisation des données numériques, donc ici, on a tout le portrait en fonction de la taille de la municipalité et en fonction des domaines. Donc, on voit qu'il y a des domaines qui sont déjà bien, où le numérique est bien familier, on va dire. Par exemple, l'administration et les finances. J'imagine que tous les rôles d'évaluation, par exemple, les municipalités utilisent largement de la donnée électronique, de la donnée en ligne. Ou encore sur les aspects d'infrastructure. Ceci dit, il y a d'autres aspects où on observe un gradient plus fort, par exemple sur économie et entreprise. C'est des données qui sont utilisées dans les grandes villes, mais beaucoup moins dans les villes. Donc, on peut regarder un petit peu par secteur ici, où le numérique, en fait, est déjà installé. Je vais essayer d'avoir l'ensemble de l'écran, parce que je ne vois pas. Les 3 petits points en haut, si je clique là-dessus, ça remonte. Le vidéo panel? Non, je aussi. Bon, merci. Merci pour le dire. Est-ce que je voyais plus le titre de la question, c'est un peu embêtant. Alors, donc, aussi sur la connaissance sur la façon dont les données numériques de votre municipalité sont hébergées. Donc, en premier, on a le serveur interne, le serveur externe, la solution infonuagique privée, un disque dur, une solution infonuagique publique. On voit ici que la proportion est assez faible. Et par contre, si on regarde par taille, et là encore, c'est dans les plus grandes municipalités où la solution infonuagique publique est plus utilisée. Bon, on peut comparer ces données avec ce qui a été observé en France dans le petit encadré ici, où on a peut-être une utilisation légèrement plus importante de l'infonuagique en France actuellement. C'est ça, ok. Alors, lorsque votre municipalité doit acquérir des solutions technologiques, quel est le niveau d'importance des critères suivants? Le critère le plus important, c'est vraiment, qui a été nommé, c'est la sécurité de la solution technologique. En deuxième vient la performance. En troisième, le coût. En quatrième, la simplicité d'utilisation. En cinquième, la provenance du fournisseur. Il y avait des mentions sur est-ce que le fournisseur est québécois ou canadien ou en dehors. Et finalement, le partage de la solution avec une communauté. On voit ici une certaine stabilité là, selon la taille de municipalité, avec donc ces 3 premiers critères sur sécurité, performance et coût. Alors, selon vous, au sein de votre municipalité, quel est le potentiel d'utilisation des données numériques dans les domaines suivants? Là, on commence à se projeter un petit peu sur le monde des possibles. Bon, on retrouve des éléments qui sont aussi dans l'utilisation actuelle, donc l'administration et finances qui vient en premier, qui concerne la gestion des infrastructures, loi, justice et sécurité publique, environnement, ressources naturelles, etc. Et ça descend comme ça. Voilà. Là encore, si on analyse d'un peu plus près les données en fonction de la taille de la municipalité, il y a des petites variations autour du potentiel, par exemple autour du transport, où le potentiel d'utilisation est perçu de manière plus importante dans les villes de plus grande taille. Voilà. On peut comparer là encore des données avec ce qui a été observé en France par l'étude de Satapublica, et on retrouve des ordres relativement similaires avec la. Alors, bon, donc il y avait d'une part l'utilisation, d'autre part le potentiel, et finalement la question c'est quels sont les obstacles perçus par les municipalités à l'utilisation des données numériques. Alors, l'obstacle le plus souvent mentionné, donc là les gens pouvaient cocher plusieurs choix de réponse, et on représente ici le pourcentage de répondants qui ont coché un choix. Donc, la protection et la confidentialité des données est perçue comme un obstacle potentiel, en tout cas à 65%. Le coût de la solution, donc vraiment les aspects financiers arrivent en deuxième. Et en troisième, le manque d'expertise technique. Donc, l'aspect du manque d'expertise va revenir aussi plus loin. Donc, on voit que ces 3 facteurs-là se détachent pas mal. Et puis ensuite, on a un groupe là autour des 45%, autour de la résistance au changement, donc tout ce qui est transformation, la complexité d'intégration, les infrastructures de technologie de l'information, donc là aussi un certain frein lié aux capacités, ou encore des aspects plus juridiques liés à la régulation. Alors, en France, il y avait aussi le manque de compétences qui était ressorti de manière assez forte. Bon, on avait le manque de temps qui était un choix de réponse que nous, on n'avait pas
Je ne pense pas qu'on avait gardé ce choix de réponse-là, mais j'imagine qu'il serait ressorti chez nous aussi. Mais voilà. Et le manque de moyens financiers ressort aussi assez fort, assez fortement en France, on le trouve ici, mais peut-être plus fortement ici au Québec. Alors, concernant les politiques de gestion des données, la municipalité, donc la question était, votre municipalité a-t-elle adopté une politique de gestion des données? Et là, ce qu'on remarque, c'est que le pourcentage de municipalités qui ont adopté une politique de gestion est assez faible. On avait, c'était à peu près un peu moins de 20 répondants. 20 répondants ont dit oui, on a adopté une politique de gestion. Voilà. Et donc, parmi ces quelques municipalités qui avaient adopté une politique de gestion, on leur a demandé s'ils avaient associé des citoyens ou des parties prenantes pour définir les règles et les principes de la politique de gestion. Et là encore, la plupart avaient dit non, ou je ne sais pas, mais une proportion assez faible avait impliqué ces parties prenantes. Alors, la deuxième, l'autre question était ensuite de savoir en termes d'intuition, si je peux dire, hein, selon vous, quelles sont les recommandations qui se trouvent, alors non, pas en termes d'intuition, en termes de ce qu'ils savent, ce qui se trouve dans la politique de gestion. L'intuition viendra. Donc là, on retrouve quand même des éléments assez clairs autour de la sécurité, donc sécuriser l'hébergement, limiter l'accès aux renseignements personnels, limiter la collecte de renseignements personnels ou données nécessaires. Donc, cette sensibilité par rapport aux renseignements personnels est assez bien ressortie de cette question-là. Par contre, donc c'est là qu'on a demandé à tout le monde quelles devraient être les recommandations qu'on trouve dans une politique municipale de gestion de données, pour voir un petit peu quelle était la perception. Donc, on rappelle qu'il y a la majorité des répondants qui n'avaient pas une politique disponible dans la municipalité. Et là, on retrouve quand même aussi des taux de réponse assez élevés autour de la sécurité d'hébergement, bien sûr avoir des objectifs clairs liés à la collecte de données, limiter l'accès aux renseignements personnels, détruire les renseignements personnels de manière sécuritaire, limiter la collecte de renseignements personnels aux données nécessaires, etc. Donc, on retrouve ici tout un ensemble d'éléments importants en termes de politique de gestion de données qui sont. Alors, donc, on identifie aussi des besoins. Hein. Donc, une question est autour des besoins de formation. Donc, quel type de formation du personnel peuvent répondre aux besoins de vos municipalités en matière de gestion des données numériques? Et là, on a trois grands besoins qui sont ressortis de manière assez majoritaire. Là, au-dessus de 80% des répondants nous ont exprimé que c'était un besoin pour leur municipalité. Donc, des formations sur la gestion quotidienne des données numériques, des formations juridiques, et là, on donnait l'exemple des lois en matière de protection des données personnelles, ou encore des formations techniques. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est ressorti partout. Bon, on a ensuite une petite proportion là qui nous ont mentionné aussi des besoins de formation sur les enjeux des données numériques à destination spécifiquement des élus, qui est ressorti quand même. Et finalement, les formations par métier, par exemple sur l'utilisation des données numériques dans un secteur spécifique, en agriculture par exemple, c'est ressorti un petit peu moins. Voilà. Alors, on avait les mêmes des questions similaires du côté français avec Data Publica, et on voit que les taux de réponse sur ces besoins sont quand même plus faibles. Alors, est-ce qu'ils ont plus de capacité et donc moins de besoins de formation? En tout cas, ça a été exprimé plus fortement de ce côté-ci de la. Alors, à la question, votre municipalité a-t-elle recours aux connaissances scientifiques? Parce que un des volets qui nous intéresse, notamment dans le collaboratoire Unicité, c'est aussi de comprendre comment on peut mieux activer l'expertise scientifique pour transformer les municipalités, et bien sûr aussi en lien avec l'utilisation et la potentialisation des données numériques. Donc, on a demandé si la municipalité avait recours aux connaissances scientifiques pour soutenir la prise de décision. Et là, on voit quand même un gradient assez net en fonction de la taille des municipalités. Donc, tout ce qui est, on va dire, vert foncé, vert pomme là, et jaune, ce sont des réponses plutôt positives, là, donc parfois, souvent ou toujours. Et on voit que bien dans les grandes municipalités, il y a quand même ces réponses-là sont arrivées assez fréquemment, mais quelque chose qui arrive moins souvent dans les municipalités plus petites. Alors, parmi les recours d'expertise scientifique utilisés, on a demandé donc en fonction de plusieurs critères pour aider à analyser des données, par exemple, pour aider à collecter des données, pour aider à faire une revue de littérature ou encore pour aider à prendre une décision dans un scénario multiple. Et on voit ici la distribution en fonction des tailles et en fonction du domaine. Donc,
là encore, par exemple, aider à faire une littérature, c'est plutôt les grandes municipalités qui se permettent ce type de service, on va dire, plutôt que les voilà. Et puis, donc, pour finir, c'était aussi la question de quels étaient les obstacles perçus à l'intégration, justement, ou à l'activation de l'expertise scientifique dans les municipalités. Et là, on retrouve des besoins liés au manque de formation du personnel pour comprendre et utiliser la science, l'absence de lien entre municipalité et milieu académique, ou encore l'absence de mécanismes. Voilà, alors ça c'était un premier aperçu des données qu'on a collectées là en décembre-janvier. Bon, ce qu'on peut retenir, c'est plusieurs éléments, mais on notera notamment les besoins en termes d'encadrement et de politique de gestion de données au niveau municipal, parce qu'il y a très peu de municipalités qui ont rapporté avoir une politique active. On dira aussi que les municipalités sont conscientes, par contre, des enjeux de la transformation numérique en termes de sécurité et de protection des données. Il y a un haut niveau de sensibilité, si on peut dire, parmi les répondants, incluant les petites municipalités. Bon, finalement, on peut identifier des besoins assez nombreux, mais aussi des possibilités, par exemple en termes de formation, pour soutenir les municipalités dans la transformation numérique. Voilà, alors je vous remercie. Puis si vous voulez aller voir donc, le site web de l'enquête, c'est www.ville.science. Par contre, et on va intégrer là-dedans les tableaux de résultats. Mais pour le moment, les tableaux de résultats, il faut aller sur le dernier URL qui est en bas, là, tinyurl.com/villescience. Et là, vous avez accès à toutes les données, tous les résultats de cette enquête. Et vous pouvez faire afficher les données par taille de municipalité. Enfin, il y a un petit peu d'interactivité. Vous pouvez choisir les variables et tout s'affiche. Vous pouvez aussi faire vous-même votre exploration de données. Maintenant, se diriger en France. Vous allez entendre M. Jacques Priol qui va nous présenter une comparaison avec l'enquête française, les collectivités territoriales et la data menée par Data Publica. Merci, je suis absolument ravi d'être avec vous et puis de pouvoir participer à cet exercice de comparaison aussi qui est intéressante parce qu'on a des choses à apprendre, je pense, les uns des autres et vraiment, merci très sincèrement à tous les organisateurs de cette invitation. L'Observatoire Data Publica, en un mot, c'est, vous appelleriez ça au Québec un OBNL. C'est une association à but non lucratif qui publie des travaux qui sont issus de travaux opérationnels menés dans de nombreuses collectivités. Et nous avons réalisé effectivement une enquête avec un échantillon que je ne vais pas détailler maintenant. On va s'arrêter plutôt sur les résultats, mais on vous laissera l'ensemble des éléments et l'ensemble de l'enquête en totalité à disposition. Un échantillon de 277. Alors, collectivité locale, quelques mots pour simplement celles et ceux d'entre vous qui n'auraient pas une connaissance de notre système institutionnel local en France. Il y a donc beaucoup de communes qui ont répondu à l'enquête, y compris des petites communes. Et de ce point de vue-là, l'échantillon est assez comparable et on a eu cette bonne surprise, comme nos collègues québécois, d'avoir des réponses de collectivités de taille petite que nous n'attendions pas nécessairement. Les grandes métropoles, ce que nous appelons les métropoles chez nous, c'est des structures intercommunales qui sont dans une catégorie un petit peu spécifique qui a été définie par la loi. Alors, les EPCI, établissements publics de coopération intercommunale, ce sont des regroupements de communes. Et dans notre millefeuille administratif, comme on aime le qualifier en France, nous avons aussi des départements et puis au-dessus encore les régions qui sont nos provinces. Donc, un échantillon important qui nous a permis de dégager, avec des personnes qui ont répondu à l'enquête de différents profils, et là aussi ça a peut-être d'ailleurs une incidence sur certains résultats, parfois ce sont les élus eux-mêmes qui ont répondu, notamment dans les toutes petites municipalités, ce sont les élus qui ont répondu, parfois ce sont les responsables informatiques, les responsables numériques, sans doute de façon assez similaire par rapport à ce que Yann a présenté tout à l'heure aussi par rapport à des éléments d'appréciation sur la maturité par rapport à la data, ça a une incidence. Également des délégués à la protection des données, je vais en dire un mot, parce que ça, c'est lié à l'application dans nos municipalités du RGPD, du Règlement général sur la protection des données, que vous connaissez et qui maintenant a son équivalent au Québec. Je vais être assez rapide sur j'ai choisi quelques résultats extraits de cette enquête qui est très longue, il faut plus d'1 heure pour la présenter en totalité, quelques résultats qui nous ont semblé très marquants ou peut-être un petit peu surprenants, et puis on verra ensuite peut-être dans le panel les éléments de comparaison, ce que l'on a à retirer comme enseignement de la comparaison. La première chose qui pour nous est extrêmement importante, c'est que ça fait maintenant presque 6 ans
que le RGPD est en application. Cette réglementation européenne de protection de la vie privée est en application dans toutes les structures européennes, qu'il s'agisse d'entreprises, d'OBNL ou d'administrations publiques. Et donc, les municipalités, vous, votre propre législation est en place depuis 1 an, je crois, maintenant environ. Et il a fallu plusieurs années pour qu'en France, il y ait un très niveau d'appropriation par les administrations publiques de ces enjeux. Et quand on leur demande, est-ce que vous considérez que vous êtes en conformité avec ce règlement qui est assez exigeant, un quart d'entre elles répondent oui, presque la moitié d'entre elles rajoutent on est en bonne voie pour y aller. Et puis un gros quart, vous le voyez, ne se considère pas encore tout à fait dans le respect de cette réglementation. Vous en verrez le détail, je ne vais pas commenter tous les éléments, mais il y a un lien très direct entre la taille de la municipalité, de la collectivité et ce niveau d'application de ces règles de protection des données. Les grandes métropoles, les régions, les communes de plus de 100 000 habitants estiment toutes avoir mis en place les actions nécessaires pour être en parfaite conformité. Et d'ailleurs, notre autorité de contrôle indépendante, la CNIL, le dit aussi. Ce qui est intéressant avec la conformité aux règles en matière de protection de la vie privée, c'est de voir s'il s'agit simplement d'améliorer des processus administratifs au sens déclaration, identification des jeux de données un peu sensibles, mesures d'impact possibles, ou est-ce qu'il y a véritablement des processus de gestion de données qui ont été impactés? Et ça, c'est un enseignement majeur de notre enquête, c'est que 59% des collectivités nous disent que ça a modifié la manière dont ils gèrent la donnée. Et c'est extrêmement intéressant parce qu'en vérité, l'application de la réglementation sur la protection de la vie privée en cascade a des incidences sur beaucoup de choses. Elle aide à prendre conscience du patrimoine de données de la collectivité. Elle aide à prendre conscience du fait que l'on peut identifier, cataloguer, définir de façon précise des données. Puis on va rentrer dans le détail, avoir des métadonnées sur un certain nombre de choses qui derrière vont améliorer aussi l'utilisation qu'on va en faire, qu'il s'agisse de données personnelles ou pas. Et ça, c'est quelque chose de très important. L'application du RGPD dans nos municipalités a un impact qui va bien au-delà de la vie privée. C'est essentiel, bien sûr, la vie privée en premier, mais ça va bien au-delà. Ensuite, un autre point important, je vais le faire de façon un peu impressionniste, c'est, Yann en a parlé rapidement, mais je vais m'arrêter sur quelques éléments d'explication sur les raisons pour lesquelles des municipalités aujourd'hui se décident à engager des démarches innovantes par de la donnée. Ça veut dire quoi, une démarche innovante avec de la donnée? C'est souvent la combinaison de deux choses. C'est souvent l'utilisation de nouvelles données. Alors, quand on dit nouvelles données, parfois, c'est des données qui existaient, mais on ne s'en servait pas. Donc, c'est de nouveaux usages de la donnée, de nouvelles données et aussi de nouveaux procédés. Et c'est là qu'on va pouvoir commencer à parler d'usage algorithmique notamment, et puis peut-être demain, de recours à des algorithmes plus sophistiqués, d'usage de l'intelligence artificielle dans la conduite des politiques publiques. Et ce qui est très intéressant dans l'analyse des motivations par rapport à l'usage de ces données, c'est qu'on va trouver des métiers auxquels on pense tout de suite, qui sont les métiers, on va dire, de la ville intelligence au sens technique du terme, les principales fonctions urbaines liées à la mobilité, à l'énergie, à la gestion de l'eau, à la gestion des déchets, qui sont des métiers dans lesquels il y a beaucoup de flux. Et comme il y a beaucoup de flux, il y a beaucoup de données, donc beaucoup d'usages. C'est souvent ce qu'on voit en premier dans les systèmes de ville intelligente, mais aussi d'autres choses, notamment l'administration et la gestion de la collectivité en tant que telle, c'est un point très important. Et puis, petit point particulier, c'est en même temps un clin d'œil avec l'actualité française. En tout dernier, les questions de sécurité, qui sont des questions très sensibles par rapport aux données, notamment de vidéosurveillance, reconnaissance faciale, etc. Je dis un petit clin d'œil parce qu'il se trouve que cet après-midi, il y a quelques heures, l'Assemblée nationale en France vient d'adopter une loi qui explose d'une certaine façon le cadre réglementaire français et européen dans la perspective des Jeux Olympiques de Paris 2024. On a une loi d'exception qui va autoriser des usages sécuritaires de la data tout à fait inattendus et qu'un certain nombre d'acteurs dont nous faisons partie regrettent par avance. Vous dire aussi que sur le sujet des motivations qui font qu'on utilise de la donnée, il y a une incidence en fonction de ce qu'on va appeler les compétences des collectivités. Évidemment, celles qui gèrent les déchets, se préoccupent des déchets, etc. Un autre point très important et qui a été une grande surprise dans les résultats de l'enquête, c'est de se dire qu'est-ce qu'on attend quand on utilise de la donnée? Quelles sont les principales retombées que l'on attend? Eh bien, on voit que très majoritairement, très majoritairement, les collectivités attendent une amélioration de la relation aux usagers, aux citoyens, des retombées en matière d'efficacité de la mise en œuvre, de la plus grande proximité, du ciblage individuel des dispositifs de politique publique, et seulement pour 8% attendent un retour sur investissement. Et j'insiste sur ce point parce qu'il y a un écart majeur entre ce que nous disent les
fonctionnaires et les élus des municipalités qui ont répondu à cette enquête. Et le discours qui est tenu, qui est un discours commercial, qui est bien légitime par ailleurs, hein, que je ne conteste pas, mais il y a un écart très important entre le discours des industriels qui vendent des solutions technologiques de pilotage par la donnée et la perception qui en est faite par les acteurs. Alors, avec un petit nota en bas, qui est qu'on a fait cette enquête avant la crise énergétique de cet hiver, et on voit aujourd'hui une multiplication incroyable du nombre de villes qui veulent piloter par la donnée, notamment l'éclairage public et l'énergie des bâtiments municipaux, effectivement, préoccupation très importante. Autre point important qui nous a surpris, 36% des collectivités déclarent avoir engagé des expérimentations en matière de gestion des données, y compris dans un certain nombre de collectivités plus petites que ce que nous attendions. On voit un vrai changement en 2 ans. Nous, on estime à l'Observatoire Data Publica que la bascule, c'est 2020-2021. Sans doute que la pandémie de la Covid a joué un effet d'accélérateur sous forme d'une crise qui accélère des mutations. Et la crise énergétique est probablement un deuxième accélérateur et nous pensons que la troisième crise qui est en cours, évidemment, qui est la crise climatique, va faire que de plus en plus de collectivités vont utiliser des outils innovants de gestion des données pour piloter les politiques de lutte contre le changement climatique et d'adaptation au changement climatique et de résilience sur lequel certainement François reviendra tout à l'heure. Très rapidement, malgré tout, au-delà de ces aspects qui peuvent apparaître comme étant globalement positifs, en tout cas si on pense que ces données vont aider à mieux gérer, à mieux mettre en œuvre les politiques publiques, quelques bémols. Et j'insiste sur 2 ou 3 points importants qui ressortent de notre enquête. D'abord, seulement 10% des collectivités, même si elles utilisent de plus en plus de données, si elles se préparent à utiliser de plus en plus de données, ont défini des règles de gouvernance de la donnée. Ce qui montre qu'il y a sans doute un problème aujourd'hui de réflexion sur ce que ça implique que d'utiliser plus de données et quelles modifications ça doit avoir sur la façon dont sont gérés les services publics. Et celles qui l'ont fait, seulement 10% ont associé les citoyens ou la société civile à la définition des règles et à la gestion de la publication ou d'échange de données. Vous trouverez dans l'étude complète, je ne vais pas avoir le temps de le détailler maintenant, mais quelques exemples de territoires, de villes, de municipalités qui ont été pionnières en France par des panels citoyens ou même par une conférence de consensus. Je pense à Brest, dans l'ouest de la France, par exemple, qui a fait rédiger les principes d'utilisation des données par des citoyens. On pourra y revenir tout à l'heure dans les questions si vous le souhaitez. Autre point important, et c'est un clin d'œil par rapport au panel qui va suivre tout à l'heure sur les fiducies de données, on a posé la question de savoir si l'utilisation des données, c'était uniquement les données de l'administration en tant que telle ou s'il y avait des échanges et des partages de données avec des acteurs privés du territoire. 24% des collectivités le font, principalement dans le sens du public vers le privé, et c'est là notamment le rôle de l'open data, bien évidemment, mais aussi par l'émergence de nouveaux outils de partage, de mise à disposition de données privées parce qu'elles ont une utilité pour l'intérêt général. Et ça, c'est des choses que nous sommes en train d'observer de façon très importante depuis 18 mois, 2 ans, comme un mouvement, en tout cas une préoccupation montante, peut-être pas encore des choses très organisées, peut-être à défaut d'avoir un cadre pour le faire. Et vos travaux sur les fiducies de données nous inspirent beaucoup de ce côté-ci de l'Atlantique. Et un autre point important, nous avons en France une législation spécifique sur la transparence de la gestion publique en matière de data, puisque l'open data a une différence importante entre ce qui se passe au Québec ou dans votre État fédéral et ce qui se passe en France. L'open data est une obligation légale pour toutes les municipalités de plus de 3500 habitants et elle n'est pas très bien respectée, on peut se le dire. C'est un autre aspect de l'étude que je n'ai pas le temps de présenter. Mais on a aussi des obligations de publication des algorithmes. La transparence algorithmique est une obligation juridique. Seulement 5% des collectivités de notre échantillon ont commencé à travailler sur ces sujets de transparence algorithmique. Et vous le voyez en bas à droite de la slide, ce sont quasiment que des communes de plus de 100 000 habitants qui se sont d'ores et déjà saisies de ce sujet, qui est un sujet complexe. Et vous trouverez dans le support des liens vers des travaux de publication algorithmique qui ont été entrepris par quelques collectivités pionnières. Dernier point, l'éthique dans tout ça, c'est un sujet qui nous intéressait beaucoup également à l'Observatoire Data Publica, de savoir si les collectivités s'étaient dotées d'un cadre au-delà des obligations juridiques, notamment sur la protection de la vie privée. Est-ce qu'il y avait une réflexion, non seulement autour de la gouvernance, mais aussi autour des principes et de l'éthique de la donnée? 6% des collectivités françaises ont aujourd'hui une charte éthique d'après notre enquête. Il y a beaucoup de travaux d'échange et de partage. On avait une grosse journée aujourd'hui à Toulouse sur ces questions avec des villes de toute la France, de toutes les tailles, sur les chartes éthiques. Et par contre, ce qui est très intéressant, c'est que 34% des villes envisagent d'adopter
un cadre éthique, une charte éthique dans les mois ou dans les années qui viennent pour encadrer la façon dont on utilise les données au service de l'intérêt général et au service des politiques publiques. Voilà, en quelques mots, petit clin d'œil également pour nos amis de l'Obvia et celles et ceux qui engagent des travaux de recherche de façon spécifique sur le recours à l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, 15% des collectivités françaises nous disent avoir déjà expérimenté ou utilisé de l'IA dans la conduite des politiques publiques. En réalité, nous avons là aussi mené quelques éléments complémentaires d'enquête au niveau qualitatif. On se rend compte que bien souvent, ce qui est présenté comme un recours à l'IA, c'est souvent des algorithmes avec des arborescences sophistiquées, notamment pour les robots conversationnels. En réalité, aujourd'hui, il y a quelques expériences en France de politiques publiques locales dans lesquelles on a recours à l'intelligence artificielle, mais elles sont très limitées, probablement moins d'une quinzaine de prototypes effectivement très avancés qui pourraient avoir un impact réel sur la manière de mettre en œuvre les politiques publiques. Et c'est un sujet sur lequel nous regardons aussi avec grande attention ce qui se passe chez vous et tous les travaux qui sont menés sur le recours à l'IA. Voilà ce que je voulais vous dire en essayant d'être bref. L'enquête complète qui comporte de très nombreuses autres questions est disponible et téléchargeable sur le site de l'Observatoire Data Publica. Et avant de passer à notre panel de discussion, on demande de garder vos questions sur la liste, d'attendre le panel pour les questions. Il reste une présentation. On a vu ce qu'on était pour les municipalités, mais qu'en est-il des citoyens, des Québécois eux-mêmes? Donc, nous aurons une mise en perspective avec les résultats de l'enquête, tout ça, sur les Québécois et les données, par M. François-William. Merci beaucoup. Donc, je termine cette troisième présentation avant la discussion plus ouverte. On va maintenant aborder l'autre volet de cette enquête, soit l'enquête auprès des citoyens québécois et français été menée par la famille SOS, qui avait comme objectif, donc, de connaître l'opinion et la perception des Français et des Québécois sur l'usage de leurs données, des données en général, par les autorités publiques, plus particulièrement les communes, les villes, les territoires, régions, provinces. Donc, Ipsos a mené une enquête à la fois en France auprès de 1000 citoyens. Au Québec, c'est 800 citoyens qui ont été sondés pendant cette enquête. Je tiens aussi à souligner que les questions étaient sensiblement les mêmes. Il y a eu des adaptations linguistiques qui ont été menées sur certaines terminologies parce que le sondage avait déjà été mené en France, donc pour l'adapter au Québec, mais aussi parce que le cadre légal n'est pas le même. En France, il y a le RGPD, au Québec, il y a la loi 64. Donc, il y a une approche qui est différente. Donc, il a fallu faire quelques petits ajustements, mais essentiellement, c'est le même sondage. Et ce qui est intéressant, c'est justement de constater ces résultats. Je vais surtout donc complémenter les deux présentations qui ont été faites pour mettre un peu plus en contexte, cette fois-ci, la perception et l'opinion que se font les citoyens. Et je vais surtout m'attarder sur quelques faits saillants des résultats pour nous mener par la suite à une discussion plus large. Donc, essentiellement, on voulait connaître ce que pensaient les Québécois et les Français de l'usage de leurs données personnelles, mais aussi des données en général, la perception de l'usage de ces données, leur niveau de confiance aussi qu'ils ont envers les autorités publiques sur la gestion et l'utilisation des données, et sur la question de la sécurité des données, l'encadrement des pratiques qui peuvent avoir lieu sur ces données. Donc, un peu le miroir des questions qui ont été posées aux municipalités, mais un peu moins approfondi sur le détail des usages, des techniques, des outils, etc. Donc, quelques faits saillants. De façon générale, vous allez voir, c'est une surprise et non à la fois. Mais les Français et les Québécois semblent assez d'accord sur l'ensemble des questions. Donc, tout d'abord, les Français et les Québécois se disent de manière majoritaire mal informés sur l'usage qui est fait des données, de leurs données et des données en général. L'information est mal connue, n'ont pas nécessairement tout ce qu'il faut comme détail pour bien connaître quel type d'usage il est fait. C'est quand même un chiffre qui est substantiel, alors qu'on le voit de plus en plus. Les données font partie quotidiennement du débat, de l'information. On l'a vu encore récemment dans l'espace public sur les questions, pensons ici au Québec à l'usage des données à la SAC, par exemple.
toute la transformation numérique avec ClickSecure. Donc, toute cette information, c'est quelque chose qui fait partie naturellement du débat public, mais il y a encore un manque d'informations. Et ça fait écho également aux municipalités qui disaient, elles aussi, avoir certaines difficultés à avoir de l'information sur les usages, de la formation, etc. La confiance des données et la gestion des données, c'est très intéressant ici. On va pouvoir le mettre également en contexte. Personnellement, j'ai été maire pendant 12 ans, j'ai toujours eu l'impression que les citoyens avaient très peu confiance en les institutions publiques pour gérer les données. Je suis agréablement surpris par ces résultats de voir qu'il y a une très forte majorité des citoyens ont plutôt confiance aux villes, aux communes, à la province ou même aux régions en France pour gérer leurs données. Donc, on voit là quand même qu'il y a quelque chose de très intéressant, d'un potentiel aussi de développer davantage l'usage des données par les institutions publiques parce qu'il y a un niveau de confiance assez élevé de la part des citoyens pour pouvoir y arriver. D'ailleurs, on met ça en concordance avec les résultats face aux GAFAM. Vous voyez, le niveau de confiance des citoyens québécois et français qui est très, très, très faible. Étrangement, la plupart des données que les citoyens transmettent majoritairement, c'est à ceux en qui ont le moins confiance. Donc, il y a des questions à se poser fondamentalement sur la littératie, sur l'usage des données en général, la manière dont on peut l'utiliser. Et ça fait peut-être également écho sur la manière dont on peut utiliser la connaissance, l'usage pertinent des données, de quelle manière on peut les transformer et les développer en produits. Je pense que justement, les GAFAM ont capté rapidement comment on pouvait utiliser les données, les transformer en information, en produits concrets pour les citoyens. C'est peut-être là aussi une des lacunes, c'est que les villes n'ont peut-être pas nécessairement les capacités, les territoires pour rendre de façon concrète des produits, des services à partir des données qui les rendent aussi, je dirais, réalistes dans la vie des citoyens. Si on se réfère maintenant au cadre légal, tant au RGPD en France que la loi 64, encore une fois, les données sont similaires, sauf sur une chose, et c'est peut-être dû au fait que la loi 64 a été adoptée récemment, contrairement au RGPD. C'est sur la connaissance de l'encadrement légal. Donc, je vous dirais que dans l'ensemble du sondage, c'est le seul résultat qui est vraiment diamétralement opposé entre les deux. Mais de manière générale, les citoyens ont aussi confiance en ce que l'État gère et encadre adéquatement l'usage des données. On aimerait ça que ça soit plus élevé, mais si on se fie à la confiance des institutions de façon générale de la part des populations, on peut dire que c'est un très beau chiffre. Maintenant, sur la hausse d'usage des données, les Québécois et les Français ne sont pas nécessairement, je dirais, très favorables. Ils ne sont pas nécessairement positifs à une hausse de l'usage des données, ce qui est surprenant parce que dans le concret, c'est un élément qui pourrait grandement améliorer. Donc, encore une fois, la question de la connaissance de l'usage des données, à quoi elle peut servir, c'est encore une fois une information qui est déficiente et qui cause probablement le résultat que nous voyons en ce moment-ci. On le voit, il y a encore une fois unanimité sur la question des enjeux de cybersécurité. Il y a naturellement plusieurs faits, plusieurs événements qui se sont produits, autant ici qu'en France, qui démontrent la nécessité de protéger les données de façon générale. Donc, à 99%, les citoyens français et québécois veulent que les données soient mieux protégées. Et ils sont inquiets aussi à ce qu'ils ne soient pas bien protégés dans leur utilisation. Donc, il y a un niveau d'inquiétude. C'est peut-être aussi cette réticence qui provoque également leur peu d'enthousiasme à une hausse de l'utilisation des données. Il y a sûrement un lien à faire à ce moment-ci. Naturellement, sans surprise et heureusement, petite touche personnelle, la plupart des Français et des Québécois sont très fortement contre la commercialisation de leurs données. Nous avons entendu récemment certains ministres voir le potentiel de vendre les données, par exemple, des Québécois en santé pour développer des initiatives. On voit aussi les réactions des citoyens qui ne sont pas très favorables à cette idée que leurs données soient commerciales et utilisées par des entreprises privées. Tant qu'à l'amélioration des services, et c'est là aussi que je tiens à attirer votre attention sur un élément d'usage des données. Principalement, les gens ont tendance à
voir dans les résultats la pertinence de l'usage des données sur des choses qui sont concrètes dans leur quotidien. Ça doit faire du sens pour eux et on le voit principalement, les données en santé, ça semble plus concret dans leur utilisation, dans leur développement de capacité d'amélioration des services. C'est probablement aussi par le contexte actuel qui fait en sorte que ces éléments-là ressortent le plus. Alors que si on compare, par exemple, sur le domaine de la transition écologique, où il y a un potentiel extraordinaire d'utiliser les données pour améliorer les capacités des institutions publiques à être meilleures, à développer des nouvelles techniques, les citoyens, ils voient très peu de pertinence dans cet usage-là. Et donc, encore une fois, d'où l'idée que le fait qu'il n'y ait pas nécessairement de produits, d'usage, de services qui sont promus ou développés à partir des données a probablement une incidence sur cette méconnaissance potentielle de l'usage des données dans certains domaines spécifiques. Si on regarde plus en détail sur la question de justement les données, l'encadrement, l'hébergement, il y a aussi à cet égard-là un élément dans la population d'information qui ne semble pas clair, c'est-à-dire sur la nécessité, par exemple, que l'hébergement de données soit sur le territoire, soit français, européen, soit québécois. La majorité des citoyens sont favorables, mais on sent encore là un manque d'informations sur les enjeux, justement, de l'hébergement de ces données. En ce qui a trait à l'encadrement, Jacques en a parlé sur la charte. En France, il y a très peu de municipalités qui l'ont. Au Québec, il y a une seule municipalité qui s'est dotée d'une charte. On voit encore une fois des résultats différents par rapport à la France et au Québec. 10 de différence est sûrement lié justement avec le fait qu'au Québec, cet élément est peu développé, un peu plus en France, mais il y a encore du travail à faire. Là où c'est surprenant, c'est sur l'intérêt de l'anonymisation des données. On aurait pensé que ce serait un élément, je dirais, sensible dans la population. Ils sont contre la commercialisation, ils ont des craintes sur la cybersécurité, mais ne voient pas dans l'anonymisation des données un élément important qui pourrait les rassurer dans l'usage des données. Donc, encore une fois, est-ce que c'est le manque d'information, le manque de connaissances de la manière dont peut être utilisées les données, où ils sont hébergés, qui a accès à ces données, etc. Donc, il y a quelque chose ici de fondamental. Maintenant, si on parle plus spécifiquement de l'intelligence artificielle, il y a de plus en plus d'usages qui sont faits. On entend encore plus depuis l'arrivée de ChatGPT et ses dérivés de l'arrivée dans la vie des gens de l'intelligence artificielle. C'est peut-être ce qui marque le plus les gens au cours des dernières semaines. Donc, les gens connaissent bien ce qu'est l'IA, mais ont une confiance, je dirais, mitigée de l'intelligence artificielle. Là où on voit vraiment des éléments très marqueurs, c'est sur les craintes dans l'avenir du développement incontrôlé de l'intelligence artificielle. Là où on peut faire le lien intéressant, c'est que dans le sondage, les citoyens disent avoir confiance aux institutions publiques pour gérer les données, développer des manières d'utiliser les données, très peu confiance aux entreprises privées. On a peu d'idées sur la manière dont on utilise les données et de la manière dont on peut les développer dans les services publics, ce qui nous amène à une très grande crainte que l'humain devienne dépendant de l'usage des algorithmes et de l'intelligence artificielle et que l'humain perde le contrôle tout simplement de ces algorithmes, de ces outils d'intelligence artificielle. Donc, on le voit, les citoyens connaissent les usages très peu de la manière concrète, ont des craintes assez développées, mais ont peu d'informations. Ce qui nous amène à peut-être regarder un peu plus loin sur ce que veut dire ces résultats, si on les met en lien avec ce qui vient de nous être présenté. De façon générale, comme je le disais, les citoyens ont confiance dans les institutions publiques, mais il y a un manque de connaissances sur l'usage concret, du potentiel de l'usage des données. Et c'est peut-être là qu'il y a un lien le plus important à faire avec l'enquête des municipalités, c'est que les villes elles-mêmes ont peu d'informations et peu d'outils sur le développement concret de services et d'outils de services aux citoyens avec l'usage des données, contrairement aux entreprises privées qui, elles, ont énormément de ressources pour développer toute une gamme de services concrets pour les citoyens. Donc,
il faut que ces éléments-là fassent du sens pour la population, qu'elle puisse donc bien comprendre l'usage de ces données. Je le mentionnais, un manque de littératie numérique qui fait écho clairement à celui des municipalités. La crainte face à l'IA, et moi, je vois surtout un potentiel extraordinaire, d'une part, pour que les villes développent davantage d'usage et rendent plus concret l'usage de ces données pour la population, pour qu'on augmente justement cette littératie, cette connaissance. Et concrètement, juste sur la question de la mobilité, comment les données peuvent améliorer la mobilité des citoyens, mais tant qu'on n'a pas vu le résultat de cet usage-là, on ne peut pas imaginer le potentiel de développement, alors que dans la vie quotidienne, lorsque vous ouvrez votre téléphone, vous avez des exemples à chaque seconde de comment l'industrie privée a été capable de rendre concret l'usage des données. C'est une des lacunes, mais c'est surtout un potentiel extraordinaire pour les institutions publiques à développer davantage d'outils. Et surtout, et c'est un élément important, de la transparence pour permettre une plus grande littératie, apprentissage et une plus grande connaissance de comment les villes, les régions utilisent ces données-là et les données des citoyens, comment ils peuvent eux-mêmes y participer. Voilà, c'est ce qui termine ma présentation. Et voilà. Merci pour votre présentation. Je vous propose de lancer la discussion avec un discours de table. J'ai envie de vous entendre sur vos impressions générales. Qu'est-ce qui vous interpelle? Qu'est-ce qui vous surprend? Est-ce que où voyez-vous des opportunités ou des défis? Est-ce qu'il y a des choses qui vous enthousiasment ou alors qui vous inquiètent? Et évidemment, je commencerai par céder la parole à Marie-Christine. On peut entendre sur la question. Merci. Merci beaucoup pour les présentations, l'invitation. Peut-être 4 choses rapides, puis on pourra continuer les discussions après. Je pense que ce qui m'a frappé dans la présentation, entre autres aussi de Data Publica, c'est comment les villes ont ce qu'il a nommé, nous on n'a pas nommé comme ça, mais un patrimoine de données qui n'est pas enfin, suffisamment, disons, utilisé. Il y a d'un côté une inquiétude sur la protection, mais d'un autre côté, une espèce on est assis sur une mine qu'on n'utilise pas. Et je crois qu'il y a là, en quelque part, ça fait écho à ce que François disait sur le fait que ça peut peut-être amener des démarches innovantes, des nouveaux usages et même de soutenir du développement dans la municipalité. La deuxième chose, les règles de gouvernance des données va être un travail, on va en parler probablement après la pause, va être un travail colossal pour la suite des choses. Et je crois qu'on devrait s'y attarder dès maintenant, de ne pas attendre d'avoir des problèmes de gouvernance des données, mais plutôt de trouver des façons de faire, étant donné les contraintes légales, que ce soit la RGPD ou la loi 64 ici. Il y a des questions à se poser. On a fait des travaux, entre autres en collaboration avec Anne-Sophie là-dessus. Il y a quelque chose à discuter dès maintenant avec les municipalités sur comment se doter d'un cadre de gouvernance des données. Je pense que c'est intéressant aussi dans la présentation en France sur cette question de l'open data, de la disponibilité des algorithmes. Comment, et d'ailleurs, quand le bureau de scientifique en chef nous a demandé de faire une étude, ils nous ont dit qu'il faut absolument que les données soient disponibles à tout le monde. Et c'est pour ça que, évidemment, montré, on les a mis sur des tableaux de bord. Vous pouvez aller les chercher, les rendre utiles. Et il y a quelque chose là-dedans à démocratiser sur l'open data, à ne pas avoir peur de faire face à toutes ces données, justement, plutôt de les utiliser et de rendre transparents aussi les algorithmes. Bon, on n'en a pas parlé là, dans ce cadre-ci. Ça pourrait être un sujet peut-être pour une suite des choses sur la disponibilité des algorithmes et leur clarté. Et finalement, peut-être sur l'espace des lois, mais je laisserai mes collègues en droit qui en connaissent beaucoup plus que moi. Je crois, pour l'avoir observé dans d'autres domaines, que quand on a un cadre législatif, qu'il soit très contraignant ou plus ou moins contraignant, amène quand même généralement
et on l'espère, un positionnement de la part des organisations. Et je pense que l'enquête que l'on a en ce moment montre que finalement la connaissance actuelle du cadre de loi n'est peut-être pas suffisamment approfondie. Les municipalités nous le disent sur leur volonté d'avoir plus de formation, de meilleure compréhension. Et je crois que, quoi qu'on en pense du cadre de loi, là, il amène quand même les acteurs à se positionner. Et donc, travaillons peut-être un petit peu plus autour de ça. Catherine, je vois. Est-ce que Yann, Jacques, William, tu souhaites réagir aux présentations des autres? Un petit résumé. Ouais, ou peut-être une réflexion en fait que je me faisais en écoutant tout ça. Alors, on a chacun nos biais de perception. Moi, je travaille sur les questions de santé urbaine et dans les équipes avec lesquelles on travaille beaucoup avec des données spatiales, systèmes d'information géographique et tout ça. Et donc, les personnes avec qui on discute souvent dans les municipalités, ce sont des gens qui sont assez versés dans la donnée. Mais je réalise aussi en faisant ce travail que c'est une niche quand même assez particulière de gens qui savent faire ça ou qui s'intéressent à ça et qui a un potentiel, bien sûr, énorme de valorisation de ces données-là. Et pour ça, effectivement, il faut des démocratisations, d'open data, etc. Parce qu'il y a des initiatives quand même assez intéressantes qui se font déjà dans ce domaine-là. Et plus ça va, et puis en travaillant avec vous, je réalise que c'est une niche assez particulière et qu'il y aurait lieu là de d'étendre un petit peu cette expertise qui souvent est présente et qui est aussi un milieu dans lequel on peut expérimenter. Donc, c'est sûr, je reviens aussi aux potentialités d'activer justement les expertises autour de la donnée dans les milieux scientifiques aussi. Je pense que là, il y a peut-être une carte à jouer entre les gens qui sont familiers avec les données. Bon, moi, je pense beaucoup aux données spatiales. C'est sûr que tout peut se spatialiser à partir du moment où on rend une donnée spatiale, elle devient plus intéressante aussi. Mais il y a toute une expertise dans les universités autour de ça ou dans l'intelligence artificielle. Et donc là, moi, j'ai l'impression qu'il y a un gros potentiel en fait. Jacques, tu as donné cette outil virtuelle. Oui, mais merci beaucoup. Peut-être juste deux éléments en complément de ce qui vient d'être dit. Je pense que ce soit en France ou au Québec, l'enquête montre qu'il y a un nombre assez important de municipalités qui ont pris conscience qu'il se jouait quelque chose à partir des données, qui avaient ce potentiel, mais la manière de s'en saisir est certainement à construire. Alors bien sûr, il y a le cadre légal et c'est vrai que l'antériorité du RGPD fait qu'on en mesure les effets bénéfiques à bien des égards et ça rassure les citoyens et ça fait aussi le pendant avec les éléments de l'enquête d'opinion qui montrent qu'il y a cette confiance dans le fait que les acteurs publics respectent la loi en matière de protection de la vie privée et ça c'est un point qui est tout à fait déterminant. Mais au-delà du respect du cadre légal et du temps il faut sans doute plusieurs années pour bien implémenter tous les processus qui permettent de respecter ce cadre. Il y a d'autres dimensions dont on voit qu'elles commencent à être perçues, mais dont on ne sait pas encore bien comment s'en saisir. Il y a la dimension éthique, et dans l'éthique, je mets aussi la transparence des algorithmes en particulier. Il y a la dimension technique, vous y avez insisté. Alors, je n'ai pas pris le temps de vous détailler la partie sur la cybersécurité de notre enquête, qui est une préoccupation majeure. Et je crois que François en a parlé rapidement tout à l'heure. Il se trouve qu'en France, depuis 18 mois, nous avons une épidémie d'attaques extrêmement graves de cyber-malveillance à l'encontre des collectivités, à tel point qu'aujourd'hui, les attaques contre les municipalités représentent 20% des attaques de rançongiciel aujourd'hui en France, tout compris, monde économique compris. 20% des attaques concernent les municipalités. C'est terrible. On n'a pas vu ça arriver. Il y a 3 ans, ça n'existait pas. Et ça arrive d'un coup et ça a mis complètement à l'arrêt, et parfois pour de nombreux mois, des services publics. Derrière ça, il y a des enjeux démocratiques très importants. On le voit, la question de l'implication des citoyens. On voit bien et on voit ce que celles et ceux qui ont répondu à nos enquêtes doivent se dire, bah oui, ça serait peut-être bien, mais on ne sait pas comment faire pour impliquer des citoyens sur ces sujets, parce que c'est des sujets compliqués, parce que expliquer que les décisions de mise en œuvre de politiques publiques vont se faire par du pilotage par la donnée, eh bien, ça peut générer de l'inquiétude, du rejet. De ce point de vue-là, la perception n'est sans doute pas la même, et ça serait intéressant qu'on approfondisse le croisement entre la France et le Québec. En France, on est plutôt
pessimiste et un peu grincheux, peut-être plus souvent qu'à notre tour, et on a 3 millions de grincheux dans les rues là en ce moment, mais on a un problème par rapport à la perception de ces progrès technologiques. Hein. L'IA est vécue comme quelque chose d'inquiétant majoritairement par nos concitoyens, et donc sans doute en partie également par nos équipes de fonctionnaires et par nos élus locaux. Et puis, au-delà de cette dimension un peu particulière, il y a quand même autre chose derrière tout ça qui est, est-ce qu'on est capable dans nos administrations locales de maîtriser technologiquement, de maîtriser les processus de gouvernance de ces données. C'est un point qui est très important, surtout lorsque l'on est sur des métiers dont la mise en œuvre de la mission d'intérêt général est confiée à des entreprises privées. Et je dis souvent, attention, quand on rentre dans des processus de pilotage par la donnée et même de ville intelligente, enfin, peu importe comment on les appelle, attention à ce que ces systèmes intelligents ne s'avèrent pas au final des systèmes automatiques et des systèmes apolitiques, voire même des systèmes privatisés sans qu'on ait voulu le faire. Donc ça, c'est un point qui est extrêmement important, où on voit bien qu'on le touche du doigt, mais on ne sait pas encore bien comment s'organiser pour que cette maîtrise publique face à l'intérêt général demeure. Merci. Ouais, je vais rebondir rapidement sur les propos d'Yann par rapport à la question des initiés. C'est vrai que la question des données, souvent, quelque chose qui peut être rébarbatif pour les personnes qui connaissent peu. Je prends par exemple, il y a quelques années, et c'est encore le cas dans certains endroits, la plupart des portails Internet qui rendaient accessibles des données ouvertes des villes ou des institutions publiques, il fallait vraiment être un expert pour télécharger, décortiquer et faire émerger de l'information de ces données-là. Et une anecdote, lorsque j'ai été nommé responsable il y a quelques années du bureau de la ville intelligente à la ville, on regardait qui consultait les données ouvertes de la ville de Montréal. Et le numéro 1, c'était un des élus de la ville qui était un geek de la donnée, et le reste, c'était presque anecdotique. On se rendait compte finalement que même les fonctionnaires n'utilisaient pas les données ouvertes de la ville, essentiellement parce qu'ils n'avaient aucune idée comment les transformer en information pour les aider à prendre des décisions. Et ça, c'est un élément, je pense, qui est fondamental, et j'en parlais tantôt. Il faut que ça fasse du sens pour l'utilisateur de la donnée. Ça ne doit pas être compliqué, ça doit être facile. En quelques clics, on est maintenant dans une société à quelques clics pour avoir l'information. Jacques a parlé de la question des entreprises privées. Ça, c'est l'autre élément. N'ayant pas les connaissances, les outils suffisants, les municipalités sont complètement soumises à une dépendance d'entreprises privées qui a pris une avance incroyable et presque insurmontable sur le développement d'outils numériques, transformer ces données-là en un outil d'aide à la décision. Et c'est une culture d'organisation qui doit être transformée et mise en place. Et là, on a vu, la plupart, c'est des petites municipalités qui, dans le fond, ont fait un cri du cœur en disant « oui, on le sait, mais on ne sait pas comment, on n'a pas les outils ». Donc, il y a une réflexion à avoir sur cette manière dont on peut accompagner ce qui existe dans les plus grandes et que, justement, il y a un appui à ce moment-là à rendre disponibles des outils publics, éthiques et responsables de l'usage des données. Sinon, ben, ça va être la dérive qui risque d'être utilisée. Et juste une dernière petite chose, pour vous donner une idée du potentiel inexploité extraordinaire des données qui sont réalisées au quotidien par les entreprises privées dans toutes les municipalités, que ce soit ici ou en France. Lorsque vous octroyez des travaux par appel d'offres publiques auprès d'entreprises privées, il n'y a jamais de clause dans les ententes qui dit que les données qui seront générées par les travaux, que ce soit des travaux publics ou tout autre travaux, que la ville en devient la propriétaire également souvent, et même presque toujours. On se rend compte que l'entreprise privée fait un travail, réalise les travaux, prend de l'information pour s'améliorer elle-même dans ses pratiques commerciales et conserve ces données, et la ville ne récupère absolument rien de ces données et à chaque fois recommence à zéro. Alors que si elle avait ces données-là réalisées pendant les travaux, elle pourrait elle-même améliorer ses processus d'appel d'offres, d'octroi de contrat, ses capacités à s'adapter rapidement au changement. Donc, vous voyez, tout ça, bien, malheureusement, les villes n'ont pas les capacités pour le faire, n'ont pas les connaissances, n'ont pas la littératie.
n'ont pas non plus l'idée concrète comment au quotidien ça peut aider leur travail. Un fonctionnaire n'a aucune idée en quoi les données ouvertes de leur propre ville peut les aider à améliorer sa productivité. C'était souvent vu comme une tâche supplémentaire, ardue et inutile de générer des données dans le système de la ville. Donc, il y a un gros potentiel, mais les villes ont énormément besoin d'aide et d'accompagnement. Le constat qu'on doit faire, c'est urgent, sinon c'est l'entreprise privée qui va le faire et on l'a vu, les citoyens et les autres ont grandement peur. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de place pour les universités à aider les municipalités, parce que c'est un peu l'objectif, là, Yann l'a présenté, du collaboratoire unicité. Je pense que de faire cette promotion du fait que les universités peuvent travailler avec les municipalités, évidemment, bien d'autres, et que l'intérêt, en fait, du chercheur ou des chercheurs avec les municipalités peut être aussi dans un transfert et de connaissances et d'applications. Donc, c'est un sujet peut-être un peu parallèle, mais je crois qu'il y a quand même là aussi une opportunité à saisir de la part des chercheurs à travailler un peu plus avec ça, parce qu'ils savent très souvent comment traiter les données, les aider, et puis transmettre aussi la façon de faire. Il y a beaucoup de potentiel, mais beaucoup de chemin à parcourir encore pour y arriver. J'ai plusieurs questions, mais j'ai envie, puisque le temps passe vite, de me tourner vers la salle. Si dans la salle, vous avez des questions, levez la main. On aura un petit contact visuel. Je prendrai en note là, que vous avez une question. Mais je pense qu'on en a déjà quelques-unes sur le webinaire. Est-ce que, Guillaume, tu veux nous... plusieurs questions différentes. On a ces petits gens déjà qui remercie pour cette formidable enquête et présentation. Une question à laquelle a déjà en partie répondu Jacques. Comment expliquer que les Français soient plus et mieux informés des législations comme le RGPD, alors que pour les Québécois, ne connaissent pas ou peu le projet de loi 64? Que font de bien la France et l'Europe en matière d'information sur les lois et les usages des données, dont nous pourrions nous inspirer au Québec? Et il y a Jacques notamment qui a commencé à répondre que le RGPD est entré en vigueur en 2018, donc le temps a un peu fait son œuvre. Je ne sais pas s'il y a d'autres éléments qui pourraient être apportés. Peut-être, si je peux compléter la réponse, vous dire aussi que le RGPD prévoit des systèmes d'amende. Je crois que la loi 64 aussi, mais je ne sais pas si ça a commencé à être appliqué, mais le RGPD prévoit des systèmes d'amende qui sont absolument colossales, puisque ces amendes peuvent aller jusqu'à 2% du chiffre d'affaires mondial des entreprises qui sont condamnées par les autorités indépendantes européennes, qui sont coordonnées au niveau des 26 pays de l'Union européenne. Et ces amendes, elles commencent à tomber maintenant de façon très forte. Et simplement, je citerai Meta, que ce soit Facebook, WhatsApp ou d'autres entités en France, en Espagne, en Irlande, en Allemagne, en Italie. Meta a été condamné à des amendes spectaculaires de plusieurs dizaines au début et même centaines maintenant de millions d'euros. On est quasiment à 1 milliard d'euros d'amende pour Meta, pour violation des données privées. Et à chaque fois que des amendes comme celle-là sont annoncées, eh bien, les médias en parlent énormément. C'est ce qui fait aussi que les citoyens sont parfaitement au courant qu'il y a ce RGPD. Une petite spécificité importante qui est propre, pas uniquement à la France, mais à la France et l'Allemagne, c'est que la France et l'Allemagne avaient depuis longtemps une législation très protectrice des données personnelles. En France, on l'appelait la loi informatique et liberté depuis 1978. En Allemagne, c'était même depuis 1977. Donc, il y a des pays européens dans lesquels l'arrivée du RGPD s'est inscrit dans une longue tradition de protection, alors peut-être pas des données numériques telles qu'on le dit aujourd'hui, ça n'existait pas à l'époque, mais de protection des atteintes à la vie privée. Et il y a une grande vigilance citoyenne sur ces questions-là. Ça explique aussi peut-être en partie cela. Mais je pense que le temps fait son effet et les amendes spectaculaires font leur effet. J'ajoute un dernier point, c'est qu'en application du RGPD, on a des vignettes anti-cookies sur tous les sites Internet en permanence. Et dans la journée, on voit apparaître sur nos écrans de téléphone ou d'ordinateur des messages liés au RGPD plusieurs fois par jour pour tout le monde. Je pense qu'au bout d'un moment, ça doit commencer aussi à être bien compris de tous. Oui, il y a aussi une différence importante sur la portée des lois. Au Québec, la loi 64 n'a pas la même portée que le RGPD. Aussi, le fait que dans la loi 64, ça touche surtout le gouvernement du Québec et ses entités apparentées.
Les municipalités ne sont pas touchées directement par la réforme de la loi 64 et même toute la démarche de transformation numérique. Et ça, c'est une lacune majeure. Actuellement, les municipalités québécoises n'ont pas les outils qu'il faut pour pouvoir faire la transformation numérique, n'ont pas les leviers. Je vous donne un exemple très concret. Le gouvernement du Québec s'est doté d'outils d'approvisionnement protéger justement les données personnelles et la gestion des données en approvisionnement en info nuagique, c'est-à-dire que à cause des lois sur le libre-échange, on ne peut pas forcer au Québec l'hébergement des données en territoire québécois. Donc, parce que c'est hors des concurrences et ça fait partie des traités de libre-échange. Un autre élément important, c'est que lorsque vous signez une entente d'info nuagique avec un fournisseur de services, vous signez les clauses de mise à jour du fournisseur qui sont régies par les lois où est situé le fournisseur. Encore une fois, ces clauses-là, le gouvernement du Québec s'est donné les pouvoirs de les signer. Mais tout ça, il ne les a pas donnés aux municipalités. Donc, par exemple, si une municipalité veut se doter d'un service info nuagique, elle ne peut pas signer les clauses du fournisseur. Donc, elle doit nécessairement négocier l'entente, ce qui fait en sorte que, je ne sais pas si vous avez vu récemment, quand la Ville de Montréal a dû résilier son contrat avec Google, c'est parce que justement, ces clauses légales avaient été signées une par une et il y avait des vices. Donc, le gouvernement du Québec a donné aux municipalités, dans ce cas-là, le choix de s'approvisionner directement auprès d'un service gouvernemental qui, lui, a déjà signé des ententes pour fournir les municipalités en services déjà payés avec un prix X. Donc, il négocie, par exemple, une entente avec un fournisseur en info nuagique. Il dit au gouvernement, aux municipalités, vous ne pouvez pas vous le faire. Mais moi, j'ai déjà négocié pour toi un forfait. Tu as juste à le prendre et tu peux signer gré à gré sans appel d'offres. Donc, ça semble intéressant. Mais pour vous donner un ordre de grandeur, la Ville de Montréal va passer donc de Google à Office 365. Par année, c'est une différence dans le contrat de 10 millions de dollars. De plus. Donc, parce que justement, cet encadrement légal-là n'a pas été. Et donc, on parle au Québec de créature du Québec, c'est le cas de le dire. Donc, il y a une différence majeure sur la relation qu'on a, le gouvernement, l'État envers les gouvernements de proximité versus en France. Et ça, c'est une différence majeure qu'on pourrait vraiment regarder. Et fait en sorte que les villes au Québec ont très peu d'outils de marge de manœuvre dans leur transformation numérique. C'est justement ces éléments-là qui les grèvent complètement dans leur travail. On avait déjà vu que les villes manquaient d'expertise, donc aussi d'outils et de leviers. On a une question dans la salle. Si vous voulez juste vous nommer, vous présenter et donner votre question. Merci, je suis André Jetsa, doctorant à l'Université de Montréal sur les questions de gouvernance des villes et du digital. Déjà, merci pour les présentations qui étaient vraiment très édifiantes. Ça permet d'apprendre aussi beaucoup. J'avais juste quelques questions. C'est sur la présentation notamment du cas français, sur la résistance au changement. Je voulais juste savoir, la résistance au changement vient de qui, des administrations ou principalement des citoyens. C'est qu'une des réponses a été donnée par M. Jacques Priol, qui peut être lié aux possibles externalités négatives qui renvoient à tout ça. Mais je voulais aussi savoir ce qui a initié la démarche, parce que ces municipalités se dotent d'outils, etc. Mais qu'est-ce qui le pousse à les faire dans un premier temps? Est-ce que c'est juste un fait de moi de se dire, bah, voilà, c'est tout ce que tout le monde fait, ou bien ils ont des objectifs précis? Parce que dans le domaine privé, forcément, ça marche beaucoup plus parce qu'ils savent ce qu'ils veulent chercher et ce qu'ils veulent en tirer à travers cela. Et par rapport à ça aussi, je voulais savoir si, est-ce que vous ne pensez pas que le rôle des municipalités devrait changer? Parce qu'on est dans un contexte de technologie de numérique qui évolue très rapidement et qui ne sont pas initiés par les municipalités, mais qui en quelque sorte suivent en fait la trend. Est-ce que leur rôle ne peut pas changer plutôt que de s'allier dans ce mouvement-là, jouer plutôt un rôle de régulateur au niveau local pour s'assurer justement que ces technologies suivent un certain ordre parce qu'ils ne sont pas
à l'initiative de la plupart de ces technologies, mais peuvent intervenir dans le cadre de la régulation de ces technologies. Donc ça, c'est juste un questionnement pour essayer de voir le rôle que les municipalités ou les gouvernements locaux devraient jouer dans cet écosystème. Donc, merci encore. Est-ce qu'il y a des informations dans les points sciences sur les obstacles, les freins qui empêchent les municipalités d'utiliser davantage les données? Est-ce qu'on a des informations là-dessus? Peut-être plus largement, ensuite, la question, c'est est-ce que leur rôle ne devrait pas faire l'arbitrage, la gestion? Oui, ben, la question a été posée sur, pas tellement sur le frein, mais plutôt sur de quoi vous avez besoin pour en tirer une certaine connaissance. Et effectivement, que ce soit au niveau de la formation, sur toutes sortes de domaines, que ce soit le juridique, l'application, l'utilisation, le développement. Toutes les réponses étaient quand même très élevées là, en termes de chiffres. Je pense qu'il y a, évidemment, on n'est pas dans la tête des gens tout le temps, mais il y a quelque chose sur le fait aussi qu'il y a des aspects concurrents dans les villes. Il y a le numérique, mais il y a aussi toutes sortes d'autres choses qui sont là. Et peut-être que le numérique pourrait répondre, on l'a vu dans l'enquête d'Ipsos, à appuyer par exemple la transition écologique ou d'autres aspects, mais on n'a pas cette espèce de slack, si vous me permettez l'expression, là, pour dire, bon, mais comment on pourrait utiliser les nouvelles applications et les données pour répondre à la mobilité, la transition écologique et toutes sortes d'autres choses. Je pense qu'il y a une pression actuellement, que ce soit sur le territoire français ou le territoire québécois, sur l'ampleur de ce qui est demandé maintenant aux municipalités, qui rend les choses d'autant plus difficiles. Alors, plus une municipalité est petite, c'est un peu une vérité ou une porte enfoncée, je veux dire, mais plus la municipalité est petite, plus elle va avoir de la difficulté aussi à se trouver la capacité. Alors, il y a des espaces intéressants probablement à réfléchir sur des entités supra. Alors, est-ce que c'est supra-régional? Est-ce que c'est provincial? Dans un espace de gouvernance partagée, par contre, pas dans un espace de contrôle, comme vient d'expliquer par François sur les cadres négociés, mais plutôt dans des cadres de gouvernance collaborative. Comment on peut faire pour se doter, j'aimerais dire, de capacité à avoir, par exemple, des plateformes. Au Québec, il y a un phénomène territorial qui s'appelle les municipalités régionales de comté. Est-ce que c'est ça l'avenue? Est-ce que c'est via d'autres entités régionales? Je ne sais pas, il faudrait réfléchir à la question. Parce que visiblement, chacune d'elles, plus particulièrement au Québec, bon, en France aussi, le territoire est très découpé. Il y a quand même 1100 municipalités au Québec pour 8 millions de personnes. Ça fait beaucoup, dont la majorité sont en moins de 3500 habitants. 2-3 personnes qui y travaillent, il faut savoir partager l'expertise. Donc, je ne sais pas si je réponds à l'ensemble de vos questions, mais je pense qu'il y a quelque chose à réfléchir sur, disons-le comme ça, sur la réalité des municipalités, puis d'autre part, sur le fait de se doter probablement de capacités de gouvernance collaborative pour aller chercher donc une plus-value dans un plus grand. Les municipalités ne pourront pas toutes se doter, les petites municipalités surtout, ne pourront pas toutes se doter d'équipes d'experts en gestion des données et intelligence artificielle. Sur cette question-là, j'ai Jacques, François William qui va réagir peut-être en 30 secondes chacun parce que c'est bientôt l'heure de la pause, malheureusement on manque de temps, mais je vous demande de répondre rapidement s'il vous plaît. Oui, je voudrais juste confirmer aussi ce que vient de dire Marie-Christine. Le sujet, il est celui de prendre aussi du temps. Dans l'enquête, on voit que les collectivités nous disent qu'elles n'ont pas vraiment la possibilité de faire ce changement un petit peu de logiciel, si je peux le dire ainsi, de bien comprendre, de faire cette acculturation, cette littératie interne aux enjeux de la donnée pour changer aussi la manière de piloter certaines politiques publiques. D'abord le temps, ensuite la formation.
C'est un point effectivement très important qui ressort des deux côtés de l'océan Atlantique. Et puis un autre point que nous avons trouvé très en retrait, alors que nous pensions qu'il serait beaucoup plus élevé, qui étaient les difficultés de recrutement. En vérité, ces questions-là, elles arrivent dans les grandes collectivités qui, justement, ont les moyens d'aller recruter des experts et qui ont du mal à les trouver, peut-être dans le système de statut de la fonction publique française, du mal à les payer par rapport à des salaires que pourraient trouver ces experts dans le monde de l'entreprise. C'est quelque chose d'important. Et peut-être pour conclure, un tout petit point également, c'est que derrière la question qui a été posée dans la salle, il peut y avoir l'idée que le service public serait peut-être en retard, y compris par rapport au monde de l'entreprise. Et je voudrais dire par rapport à ça que le monde de l'entreprise n'est pas du tout uniforme. Il n'y aurait pas d'un côté l'initiative privée qui se serait complètement saisie de la gestion des données. Bien sûr, il y a les plateformes, il y a la vente en ligne, il y a tout un tas de secteurs d'activité où la data irrigue aujourd'hui le tissu économique, mais il y a aussi beaucoup d'industries, beaucoup de très grandes entreprises dans lesquelles ces sujets-là n'ont pas, excusez-moi de le dire comme ça, le mot a été très à la mode pendant un temps, disrupter la manière de gérer les entreprises, et le secteur public n'a peut-être pas vocation à devenir intégralement piloté par la donnée et à être jugé comme en retard sur ces choses-là. William, le mot de la fin. Oui, il y a un élément peut-être intangible et sur lequel on n'a pas discuté, que l'enquête ne mentionne pas, c'est la nature même qui est une institution publique qui est d'une certaine manière bicéphale. Vous avez d'un côté des administrateurs qui voient très bien la pertinence d'utiliser des données, et de l'autre côté, vous avez des élus très frileux du dévoilement trop rapide de données qui pourraient les mettre dans l'embarras si jamais elles ne mettaient pas en valeur leur travail. Moi, j'ai été témoin de cette réalité où chaque ensemble de données qui s'apprête à être dévoilé sur le portail de données ouvertes est filtré, planifié avec les spécialistes en communication, retardé, préparé le terrain. Donc, c'est cette frilosité du politique qui souvent met des freins. J'ai déjà entendu un maire d'une grande ville du Québec dire que Montréal allait plus loin dans l'ouverture de ces données ouvertes parce que ça mettait en danger les politiciens d'être vulnérables face à l'interprétation que pourraient faire les journalistes des données ouvertes. Donc, et ça, c'est probablement répandu un peu partout. Donc, il y a cette culture, naturellement, du risque à gérer. Et l'autre élément, il y a la spontanéité de gérer une crise. Donc, souvent, lorsqu'il se produit une crise, le politicien va vouloir bien paraître, il va donner un mandat rapide de résoudre le problème. Et souvent, malheureusement, les administrations n'ont pas le choix de se retourner vers des solutions déjà prêtes à marcher, produites par l'entreprise privée, plutôt que de planifier elle-même les solutions. Donc, c'est un élément qui est réel, qui est concret. On ne revoit pas dans l'étude parce que jamais les politiciens vont vous dire ces choses-là. Mais moi, je peux en parler maintenant que j'en suis plus là. Écoutez, on a fait notre pause, on s'excuse de 5 minutes. On va prendre une petite minute de pause. Sur ça, Marie-Christine Therrien, Yann Castel, Jacques Prieur, François-William Croteau, merci infiniment pour vos présentations. Et on se retrouve.